Bon, donc je vous remercie d'abord beaucoup de m'avoir invité à cette webconférence pour parler donc d'un sujet assez brûlant, la reprise des chantiers dont tout le monde parle en ce moment, hein, voilà, et les conséquences surtout financières. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur les conséquences financières. Et puis voilà, je vais vous présenter voilà, comment ça pourrait tout ça s'articuler avec le droit. Et puis, si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre disposition. Alors, donc, on va essayer de comprendre quels sont les fondements de peut-être multiples demandes d'avenants ou de prise en charge de coûts que les sociétés peuvent éventuellement vous présenter, enfin, sûrement même. Donc, on va voir que ce n'est pas parce que nous sommes en période de crise, en tout cas, c'est mon point de vue, que tous les chantiers sont concernés. Si, tous les chantiers sont concernés par les mesures de sécurité. Mais est-ce que ces mesures-là doivent être absolument prises en charge par les maîtres d'ouvrage? Dans quel cadre tout ça, ça peut se faire? Tout ça, c'est une autre discussion très délicate en droit. Et aujourd'hui, on va ensemble esquisser quelques réponses que je vous propose. Et puis, je suis là pour discuter avec vous. Je vous donnerai mon point de vue et puis je discuterai avec vous. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est, j'ai appelé ça avertissement, mais c'est juste pour vous dire que effectivement, chaque situation est très différente. Donc, ce que je veux présenter là aujourd'hui, ça s'applique bien sûr d'une manière générale, c'est le droit, mais chaque cas d'espèce peut être tout à fait particulier. Donc, ce n'est pas parce que je veux vous dire que, je ne sais pas, on peut appliquer la théorie de l'imprévision, par exemple, ce n'est pas que ça s'applique dans tous les cas d'espèce. Donc, il faut toujours, s'il vous plaît, garder en tête que les développements, en fait, n'ont pas vocation à être appliqués dans tous les cas de figure, que rien vraiment ne vaut qu'une vraie étude de votre cas particulier pour avoir des conclusions sécurisées en droit. Voilà, je préfère vous le dire. Et aussi, d'une manière générale, on va beaucoup parler du CCAG travaux. Vous le savez peut-être que le CCAG travaux ne s'applique vraiment à beaucoup de marchés parce que la plupart des marchés, ils font référence. Il faut que votre marché en particulier il fasse référence. Sinon, ce n'est pas un texte comme le Code de la commande publique qui s'applique à tous les chantiers, à tous les marchés de travaux. D'accord? Voilà. Donc, il faudrait que votre CCAP il fasse référence et qu'en plus, ne déroge pas, parce que quelquefois, ça déroge. Donc, première chose, c'est je regarde mon contrat, qu'est-ce qu'il dit mon contrat qui me lie avec mon contractant. Voilà. Alors, voilà, on verra plus tard si vous avez des questions là-dessus. Alors, donc, reprise des chantiers, quelles conséquences financières? C'est ça qui va nous préoccuper aujourd'hui. Alors, vous le savez mieux que moi probablement que suite au confinement généralisé, il y a eu un arrêt quasi total des chantiers. Il y a a priori, selon les statistiques, plus de 90% des chantiers qui étaient à l'arrêt total. Je ne sais pas si mon chiffre est bien ou pas bien, mais en tout cas, ça tourne autour de ça. Il y a beaucoup de chantiers qui ont été arrêtés. Et puis très vite, les gouvernements vous ont incité, à inciter les maîtres d'ouvrage et puis les sociétés aussi à reprendre l'activité économique. On ne peut pas avoir un pays à l'arrêt total, bien sûr. Et donc les chantiers, ça fait partie de l'économie. Et donc voilà, il fallait que ça reprenne. Donc, il y a un guide, comme vous le savez, j'ai pu juste participer la semaine dernière à la petite ère que vous avez eue avec le coordonnateur espèce qui était très intéressant. Donc, l'intervenante qui était là vous a longuement parlé pour le guide, sur le guide qui a été rédigé par les organisations professionnelles. Ce guide-là, ça a le mérite vraiment d'exister et de poser vraiment quelques principes. Ce n'est pas un texte qui a une valeur telle que le code de la commande publique, bien sûr, hein, ce n'est pas la loi, mais c'est quand même un guide qui a été fait après concertation. Et donc, du coup, bah voilà, aujourd'hui, faute de mieux, il faut essayer de l'appliquer et de prendre tout ce qu'il y a dedans pour que vous puissiez avancer dans vos chantiers. Il répond donc à un double besoin, celui de protéger bien sûr la santé des travailleurs qui est quand même le principe et aussi peut-être de continuer l'activité là où c'est possible. Hein, là où c'est possible. Bien sûr, on ne va pas oublier la loi du 23 mars 2020 et l'ordonnance 319 qui a été modifiée par l'ordonnance du 22 avril. Donc voilà, c'est ça qu'on va avoir en tête, les CCAG travaux, et puis avec ça, on va avancer pour voir. Reprise des chantiers, oui, tout le monde le souhaite, j'imagine, mais dans quelles conditions, surtout financières?
quelle modalité de formalisation peut être avant qu'il y ait la reprise, en sachant qu'on est souvent dans une situation un peu chaotique au niveau du droit, parce qu'il y a pas mal de chantiers qui se sont arrêtés alors qu'il n'y a pas de vraies décisions d'ajournement. On va voir qu'il y a quelques conséquences juridiques qui résultent de ça. Et quels sont les points de vigilance? Comme vous le savez, le cabinet Landau, il est un cabinet qui conseille toujours, il est toujours situé du côté des collectivités, des régies, en tout cas des personnes publiques d'une manière large. Donc, nous sommes à côté de nos clients pour les conseiller. Et donc, c'est mon positionnement aujourd'hui va être celui d'un avocat qui conseille en fait les maîtres d'ouvrage pour savoir comment ils doivent réagir à ces peut-être multiples demandes d'indemnisation avec lesquelles vous allez être confronté si ce n'est pas aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois. Voilà. Donc, comme je vous disais, a priori, dans la plupart des cas, il n'y a pas eu forcément d'OS d'interruption du chantier ni de décision d'ajournement. Dans une minorité de cas, une décision d'ajournement a été adoptée. Vous allez peut-être me raconter votre vécu, certains d'entre vous en tout cas. Et les fondements juridiques ne seront pas les mêmes, donc du coup, pour les conséquences financières, pour la demande d'indemnisation. En fait, les fondements juridiques sont différents selon qu'il y a une interruption qui est intervenue par décision d'ajournement ou pas. J'ai laissé la décision d'ajournement quand cette décision est intervenue tout à la fin de ma présentation, tout simplement parce que c'est le cas le plus carré, on va dire, qui est vraiment bien détaillé dans le CCAG lorsque le CCAG s'applique et pour lesquels on a moins de doutes que pour les autres fondements. On va en reparler. Alors, donc, Régis le disait la semaine dernière, vous allez être confronté, et puis quand on en a parlé ensemble pour préparer cette intervention, il me disait oui, sûrement qu'il y aura plein de préjudices, que les maîtres d'ouvrage vont avoir plein de demandes d'avenants, de mémoire en réclamation, etc., etc. Bon, quels préjudices peuvent être invoqués? Bon, plein de choses. Coûts supplémentaires du fait des mesures sanitaires mises en place, parce que forcément, ça peut avoir un coût. Mobilisation d'une équipe plus importante ou pendant plus longtemps, parce qu'il peut y avoir, bien sûr, il va y avoir peut-être des prolongations de délai d'exécution. Un coût qui résultera peut-être du fait de la réorganisation du chantier, plus de moyens humains, matériels, immobilisation des moyens pendant plus longtemps, augmentation des frais généraux, les fameux qu'on a même avant le Covid dans les mémoires en réclamation. Moi, en tout cas, je traitais un certain nombre de dossiers comme ça et peut-être travaux supplémentaires nécessaires. Voilà, mon panel n'est pas exhaustif, mais voilà, j'ai essayé de voir quels peuvent être les types de préjudices qui peuvent être invoqués, mais on ne va pas s'arrêter beaucoup là-dessus. Ils peuvent vous présenter plein de choses, les sociétés. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on indemnise, est-ce qu'on indemnise, qu'est-ce qu'on indemnise et sur la base de quel fondement juridique. Parce qu'on ne peut pas, vous le savez très bien, ce n'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on va passer des avenants à tout va pour indemniser les sociétés. Ce n'est pas du tout l'idée. Donc, quels sont les fondements juridiques possibles d'une demande d'indemnisation? Je vous ai listé là 4 cas, 4 fondements qui me semblent très importants aujourd'hui à évoquer avec vous. La force majeure, dont tout le monde parle, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment un vrai fondement d'une indemnisation, seulement dans un tout petit cas. L'imprévision, qui est déjà un petit peu plus large comme fondement, qui peut être possible dans certains cas. Vous avez aussi, bien sûr, comme vous le savez, Covid ou pas, mais le Covid peut rentrer dans un des cas de l'article L2194-1 du Code de la commande publique pour que vous puissiez modifier votre contrat. Dans certains cas, on va évoquer surtout un cas aujourd'hui, parce que dans ce cas-là, le Covid pourrait éventuellement rentrer dans certains cas. Puis après, on aura notre fameux article dont tout le monde parle, le 49 du CCAG travaux en cas de décision d'ajournement. Voilà. Alors, ce que je ne voudrais pas que vous oubliez, je sais que vous le savez, mais je préfère quand même vous le dire parce que je le dis aussi à mes clients à chaque fois, le principe est que vous êtes un maître d'ouvrage qui ne peut pas accorder des libéralités ni à des sociétés privées, ni à des sociétés publiques, enfin, ni à des personnes publiques, à personne d'ailleurs. Mais je dis à des sociétés privées parce que forcément, vous avez en face de vous, en cas de marché de travaux, de contractants privés. Voilà, donc il y a un arrêt qu'on cite à chaque fois en droit administratif
depuis 1971, depuis fort longtemps, c'est l'arrêt Mergui qui nous dit qu'une personne publique ne peut pas accorder des libéralités à une société privée. J'attire votre attention là-dessus parce que, bien sûr, vous aurez des demandes légitimes, tout à fait légitimes et fondées en droit de passation d'avenants ou de prise en compte de mémoire en réclamation dans différentes situations, et ça sera tout ça justifié, et vous aurez des choses qui ne seront pas justifiées. Là, vous gérez de l'argent public, vous le savez mieux que moi, et donc tout euro accordé doit être justifié sur la base d'un fondement juridique valable. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Alors, d'abord, on va voir, est-ce que vous pourrez fonder le fait d'accorder une indemnisation sur l'invocation de la force majeure? Est-ce que la force majeure justifie le fait d'accorder une indemnisation? C'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. Hein. C'est dans quel cas vous allez pouvoir dire oui à un avenant, à une modification du contrat, à une prise en charge d'un mémoire en réclamation. Alors, d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est que cette force majeure. Donc, la force majeure correspond à une hypothèse où il y a des circonstances imprévisibles. Le cas du Covid, ça peut l'être. Hein. Extérieures aux parties. A priori, ce n'est pas vos contractants qui ont sémé le Covid partout. Hein. Donc, a priori, c'est extérieur aux parties, le Covid. Et irrésistible. Donc, faites attention à cette condition. On va la décortiquer. C'est une condition d'irrésistibilité, c'est-à-dire que c'est impossible pour votre contractant de respecter ses obligations contractuelles. Donc, une impossibilité de continuer l'exécution du contrat. Et quelles sont les conséquences? D'abord, il peut y avoir une prolongation des délais d'exécution sur demande du titulaire si l'empêchement n'a pas un caractère définitif. C'est-à-dire que si on constate que le chantier ne peut absolument pas reprendre parce que les conditions ne sont pas réunies, parce que par exemple, il n'y a pas un point d'eau sur place et donc les gens ne peuvent pas se laver les mains, hein, voilà, tout simplement, et que c'est impossible de l'installer, je ne sais pas pour quelle raison technique, alors dans ces cas-là, on va se dire, mais ce n'est plus possible de continuer l'exécution de ce chantier et cet empêchement, il est vraiment définitif. Donc, on ne peut plus répondre à ce chantier-là. Donc, vu la rédaction de l'ordonnance, la fameuse dont je vous ai parlé tout à l'heure du 25 mars modifiée, cette prolongation semble être de droit pour les titulaires en cas de demande dûment formulée de sa part. Si la société vous dit attention, je ne peux plus, je suis dans l'impossibilité absolue de continuer l'exécution de mon contrat, alors dans ces cas-là, et j'invoque le cas de force majeure, donc vous êtes dans ce cas-là, il faut encore que la société puisse vous justifier les raisons qui font qu'elle est dans l'impossibilité de le faire. Les titulaires du marché peuvent donc s'en prévaloir pour justifier l'inexécution de son obligation. Sinon, si ce n'est pas impossible pour elle, dans ces cas-là, en abandonnant guillemets les chantiers, commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Hein. Mais lorsque la force majeure, elle est là, elle existe, elle est bien justifiée, elle fait obstacle à l'application, bien sûr, de pénalités et la responsabilité de cette société ne peut pas être mise en cause pour faute, hein, parce qu'elle ne commet pas de faute. Elle est dans l'impossibilité juste d'exécuter le contrat. La force majeure peut également permettre une indemnisation dans des cas très limités. Je veux vous les décortiquer tout à l'heure. Notamment, il y a un article du CCAG Travaux, vous verrez, notamment en cas de préjudice subi en raison d'une perte, d'une destruction de son matériel. Hein, voilà, c'est bien spécifique. Et bien sûr, quand vous êtes dans l'impossibilité de continuer les chantiers, alors il peut y avoir bien sûr résiliation du marché, qui est une résiliation spécifique pour cas de force majeure. Voilà. Ce n'est pas pour faute ni pour motif d'intérêt général, c'est vraiment pour cas de force majeure. La force majeure, elle est donc plutôt, il faut la voir plutôt comme une cause d'exonération de responsabilité et non pas comme une cause de fondement, comme un fondement d'une indemnisation, si dans le cas que je vais vous évoquer. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, les 19.2.2 du CCAG Travaux? J'insiste sur le fait pour les marchés pour lesquels s'applique, où il peut y avoir des dispositions spécifiques dans vos contrats. N'hésitez pas à les lire vraiment, à bien les décortiquer. C'est vraiment la première chose à faire, la toute première chose à faire. Donc, le CCAG, en tout cas, Travaux, nous dit
Une prolongation du délai de réalisation donc, peut être justifiée, bien sûr, et on peut y avoir aussi un ajournement de travaux, cette fois-ci décidé par le maître d'ouvrage public, évidemment. Voilà. Alors, du coup, par le passé, Covid, c'est vraiment une pandémie, mais par le passé, on a eu d'autres épidémies, hein, comme les chikungunya. Moi qui travaille pas mal dans les, dans les outre-mer, donc j'ai pu connaître les cas dans pas mal de nos clients. Donc, du coup, si vous voulez, il y a eu des épidémies, mais je vous dis que le juge, quelquefois, et a une appréciation assez sévère, il est sévère par rapport à l'appréciation des épidémies et le cas de force majeure qui peut résulter des épidémies. Bon, là, on a quand même affaire à une pandémie. Donc, c'est vraiment, on est à une échelle, je pense, autrement supérieure qu'avec les chikungunya. En tout cas, pour les chikungunya, vous voyez, la pardon, pas la CA, mais la Cour d'appel de Basse-Terre avait dit que ce n'est pas un cas de force majeure, que le chikungunya ne réunit pas en fait les caractéristiques qui font qu'on peut le qualifier en cas de force majeure. Je pense personnellement, mais ça n'engage que moi, que le Covid, ça peut être vraiment différent parce que c'est une pandémie, c'est une autre échelle, on est confiné depuis maintenant un mois et demi, donc vous voyez, c'est pas la même échelle. Voilà. Mais gardez quand même ça en tête. Donc on ne sait pas trop comment le juge va réagir à chaque fois. C'est pour ça qu'il faut être très prudent. La qualification ne pourra cependant être effectuée qu'au cas par cas. Et ça, vous allez le garder en tête pour tous les cas que je vais invoquer là aujourd'hui. La force majeure, l'imprévision, l'avenant, tout ça, ce sont des choses que vous devez examiner au cas par cas. Dans votre cas d'espèce, est-ce que ça s'applique? Est-ce que ça s'applique véritablement pour de vrai? C'est ça qu'il faut regarder en étant complètement objectif, en ne voulant pas forcément soit faire plaisir. Je comprends que vous puissiez à un moment donné se mettre à la place de la société, de votre contractant, de l'entreprise qui exécute les travaux et se dire mais mon Dieu, c'est vrai, ils ont raison, ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire dans certaines conditions, je suis d'accord, mais est-ce que pour autant il y a une indemnisation qui est pour autant automatique et qui doit leur être accordée? Voilà, ça après en droit c'est plus compliqué, c'est plus complexe que ça. Voilà. Donc voilà, donc vous allez faire un examen au cas par cas, c'est ce que je vous recommande en tout cas. La force majeure, donc je vous dis qu'en principe, n'ouvre pas droit à indemnisation, sauf le cas très particulier du 18.3 du CCAG Travaux, pour les marchés qui s'y réfèrent, encore une fois, si votre marché y fait référence, en cas de perte, avarie ou dommage provoqué sur ces chantiers par un phénomène naturel qui n'était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, donc en cas de Covid éventuellement, les titulaires est indemnisé pour le préjudice subi. Bon, le phénomène naturel, là, on ne va pas l'examiner parce qu'il faut qu'il ait protégé son matériel. Sinon, s'il est détruit par un cyclone, du coup, si lui, il n'a pas bien protégé, ce n'est pas pris en compte par le juge. Mais en tout cas, il faut au minimum qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit. Et vous voyez bien que c'est en cas, en fait, de perte, avarie ou dommage provoqué sur ces chantiers. Vous allez voir, donc, du coup, que la jurisprudence fait une application vraiment assez stricte, je trouve. Les préjudices, on n'a pas beaucoup de jurisprudence là-dessus, mais en tout cas, bon, c'est cette jurisprudence qu'on voit un peu partout, hein, qui est la plus connue, en tout cas, dans ce genre de cas. Donc, il s'agit effectivement d'indemniser la perte de matériel directement provoquée par le cas de la force majeure. Donc, je vous ai mis la jurisprudence. Il ne s'agit donc pas du tout, en aucun cas, c'est-à-dire on ne peut pas faire un protocole transactionnel en disant, voilà, il y a eu un cas de force majeure, à mon sens en tout cas, hein, et indemniser le manque à gagner de votre contractant sur le chantier. Ça, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, avec l'invocation et le fondement juridique de la force majeure, on indemnise éventuellement la perte de matériel qui est directement provoquée par le cas de la force majeure. Voilà. Donc, pas d'indemnisation du manque à gagner ou, voilà, ou d'autres préjudices qui résultent de la crise. Hein, voilà. L'achat de masques pour eux, c'est parce que ça a un coût, je ne sais pas, ce n'est pas indemnisable là avec ce fondement-là. Voilà, donc utilisation de ce fondement très limité et tout le débat, bien sûr, est aussi de savoir ce que les juges pourraient considérer comme découlant directement ou pas de la crise
Pour le moment, il nous a donné, dans des cas passés, hein, pas pour le Covid, il nous a donné l'impression qu'il fait une application plutôt stricte. Voilà. Et aussi, votre contractant doit respecter effectivement le formalisme prévu par cet article, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il signale par écrit. Bon, quand on dit par écrit, ça peut être, voilà, en ce moment, on n'envoie pas tous des lettres recommandées tous les jours, hein, en sachant que la poste ne fonctionne pas. Ça peut être, voilà, un mail, un écrit autre, voilà, un signalement, voilà, en tout cas, euh, un formalisme quand même qui doit être écrit, qui est là. Et sans ce formalisme, a priori, en tout cas, vous ne pouvez pas indemniser son préjudice. Donc voilà, vos contractants doivent faire attention, les sociétés privées, enfin les sociétés qui travaillent sur le chantier doivent faire très attention sur ça. Alors, voilà pour le cas de force majeure. Gardez donc bien en tête que le cas de force majeure empêche vraiment la société de travailler de manière quasi permanente. Vous voyez, elle ne peut plus travailler sur le chantier. Et ce n'est pas vraiment un cas d'indemnisation, à part lorsque la société a subi une perte de matériel. Sur l'imprévision maintenant, qui est, vous verrez, un cas un peu plus général, en fait, hein, un peu plus souple, je ne sais pas si c'est le mot, en tout cas, voilà, vous verrez que c'est différent du fondement de cas de force majeure. Autre fondement donc qui peut éventuellement appuyer des demandes d'indemnisation, c'est cette fameuse en fait théorie de l'imprévision. L'imprévision c'est défini donc pareil comme un événement imprévisible encore une fois, hein, on ne pouvait pas le prévoir et on va voir quelle date là. Effectivement, ça peut être une question de date. Hein. Finalement, on sait qu'à partir du 17 mars, effectivement, tout le contrat qui était conclu avant ne pouvait pas prévoir le Covid. Il y a quelquefois une discussion en doctrine qui dirait que est-ce que c'est par contre le moment où le Covid est arrivé en Chine ou même avant le 17 mars, on savait qu'en Italie, ça ne se passe pas très bien. Est-ce que, vous voyez, il y a une période un peu latente là où on s'est dit, est-ce que cette période-là, on pouvait prévoir que le Covid va nous amener là où nous a amené aujourd'hui. Bon, je ne suis pas certaine pour ma part qu'on pouvait prévoir ça, mais peut-être qu'on était naïf et qu'on aurait dû le prévoir. Bon, donc il y a une période, en tout cas après le 17 mars, pour le contrat conclu, je pense, avant le 17 mars, je pense qu'on n'aura pas trop de difficultés à justifier qu'effectivement l'événement était imprévisible. Pour le contrat conclu après, ça peut être différent, très différent même. Donc, l'imprévision, c'est défini donc comme la survenance d'un événement imprévisible qui a pour conséquence, alors faites attention à ça, de bouleverser, vraiment, je vous parle d'un bouleversement de l'économie du contrat. Vous verrez, hein, on va s'attarder beaucoup sur cette notion du bouleversement de l'économie du contrat. Ce n'est pas un petit manque à gagner, vous verrez que la jurisprudence fait pareil, une application assez stricte en fait. Hein, voilà. Donc qui bouleverse de façon temporaire cette fois-ci. Hein. Ce n'est pas une incapacité totale d'exécuter le contrat, mais en tout cas, je ne peux pas l'exécuter dans les mêmes conditions que celles qui étaient prévues dans le contrat dès le départ, mais quand même, ça provoque un bouleversement, en fait, ces conditions. Ce n'est pas juste de petits changements. Vous voyez, voilà. Donc, occasionnant donc notamment d'importants surcoûts pour le titulaire du contrat. Donc, on parle de vraiment des surcoûts qui bouleversent l'économie du contrat. Et c'est là où il y aura une difficulté de savoir quand est-ce qu'il y a un vrai bouleversement de l'économie du contrat. Je vous donnerai les JP, les jurisprudences pardon, que j'ai trouvées sur ces points. Donc, cette théorie, elle est bien indiquée dans le Code de la commande publique. Hein, donc, elle s'applique à tous vos contrats. Hein. Donc le code nous dit que lorsque survient un événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l'équilibre du contrat, le co-contractant qui en poursuit l'exécution a droit à une indemnité. Donc la personne publique doit venir en aide donc à son co-contractant afin de rétablir l'équilibre économique du contrat, bien sûr. Donc quelles sont les conditions? Je vous ai dit, c'est un événement qui n'était pas prévisible. Comme pour la force majeure, comme on se disait tout à l'heure, le contrat conclu avant la survenance du Covid, il semble a priori que les conséquences étaient imprévisibles, bien sûr, pour le parti, même en décembre, même en janvier, même, je pense, février. On ne pouvait pas imaginer qu'on va arriver là aujourd'hui, hein, un confinement, etc. Donc, en revanche, pour le contrat conclu après, bah, effectivement, je pense que ça va être très difficile d'admettre qu'on ne pouvait pas prévoir le coût véritable de nos contrats. Donc, ça ne va pas s'appliquer, je pense. En tout cas, il va y avoir un très gros débat.
Deuxième condition, comme je vous disais, c'est cette histoire de bouleversement de l'économie du contrat. Cette théorie-là, ce fondement-là exige un vrai bouleversement de l'économie du contrat, c'est-à-dire que l'événement doit aggraver les charges pour les titulaires de telle manière, de manière tellement significative, de manière donc à bouleverser son économie, son équilibre. Un simple manque à gagner ou surcoût résiduel ne permet pas de faire appel à cette théorie. Cette condition est à étudier vraiment au cas par cas, vraiment, on va faire du sur-mesure. Le juge, c'est ce qu'il va faire, il va regarder votre cas, si jamais bien sûr, vous arrivez au contentieux, hein, je ne vous le souhaite pas, mais c'est vrai que si vous n'arrivez pas à trouver un accord avec votre co-contractant, effectivement, vous allez voir le juge. Le juge, donc, par le passé, a pu considérer qu'une charge supplémentaire, ça Covid ou pas, ça sera la même appréciation par le juge, je pense, hein, vraiment, parce que le bouleversement de l'économie du contrat n'a rien à voir avec le Covid, Covid ou pas, le Covid, il est là et il justifie le fait que c'était imprévisible et extérieur au parti, voilà. Mais ça ne justifie pas forcément le bouleversement de l'économie d'un contrat. Dans certains cas, oui, ça va le justifier parce qu'il y aura des conséquences dans les contrats qui font que son économie va être véritablement bouleversée. Hein, voilà. Donc, mais comment le juge apprécie ça par le passé? Je vous cite là la jurisprudence de la CA de Nantes qui nous dit que la juge a pu considérer qu'une charge supplémentaire de moins de 5% n'est pas un bouleversement de l'économie du contrat. Donc, vous voyez, voilà, il va falloir vraiment, il y a même voilà, une doctrine qui dit qu'il faut aller vraiment au-delà des 15%. Vous voyez, il faut aller assez loin, en fait. Un bouleversement de l'économie du contrat, c'est quelque chose de très significatif. Hein, voilà. Et bien sûr, il faut qu'il soit extérieur à la volonté de partie, mais ça, j'en parle pas beaucoup, puisque c'est forcément extérieur, le Covid. Voilà. Donc, l'imprévision, attention, différence avec les cas de force majeure, l'imprévision ne permet pas au titulaire de se libérer de ses obligations. Il est obligé d'être là et de continuer l'exécution du contrat. D'ailleurs, cette théorie va s'appliquer seulement aux sociétés qui continuent l'exécution, bien évidemment, du chantier. Hein. C'est la continuité. Donc, l'interruption aurait pour conséquence de priver les titulaires de son droit d'obtenir une indemnisation au titre de l'imprévision. Et par ailleurs, il aurait commis une faute à engager sa responsabilité, à moins qu'il dise bah non, je ne peux pas, c'est un cas de force majeure, je n'y arrive pas. Et preuve à l'appui, bien sûr. Hein. Donc, en contrepartie, bien sûr, du fait qu'il va continuer à exécuter votre contrat et qu'il va avoir un bouleversement de son économie, alors l'entreprise bénéficie d'une révision des conditions du contrat, d'une indemnisation qui lui permet d'assurer sa mission sans subir un manque à gagner trop important. D'accord, voilà. Les titulaires est ainsi donc dédommagés des coûts non prévus au contrat et qui bouleversent, attention, son économie. Voilà. Comment on fait pour mettre en œuvre cette imprévision, cette théorie? Il n'est pas nécessaire que le contrat, vous avez vu, le Code de la commande publique nous parle de cette théorie, donc on n'est pas obligé d'avoir une clause d'un autre contrat spécifique. Voilà, donc du coup, si vous voulez le CCAP, même s'il n'en parle pas, votre contrat, c'est pas très grave, le Code de la commande publique, il en parle, donc du coup, dans l'absolu, vous avez le droit d'appliquer cette théorie. Il suffit encore que les conditions soient réunies dans votre cas d'espèce, bien sûr. Voilà. Il est important pour les titulaires de vous en faire part, de faire part au maître d'ouvrage dès qu'il est possible de ces difficultés et solliciter une révision de ces conditions d'exécution. Voilà. Il est donc important qu'il établisse aussi que c'est preuve à l'appui, bien sûr, toujours, hein, il ne faut pas le croire sur parole. Vous n'êtes pas censé le croire sur parole, vous gérez de l'argent public, que les difficultés sont en lien avec le coronavirus, un strict lien avec le coronavirus. Il est également important que les titulaires ne cessent pas d'exécuter le contrat, donc on a dit qu'il n'y a pas d'interruption, l'entreprise voilà, continue à l'exécuter. Voilà. Donc, juste pour récapituler, si les conditions de l'imprévision sont remplies, l'entreprise qui exécute le chantier est en droit d'obtenir une indemnisation pour faire face à la situation. L'indemnisation peut concerner les travaux supplémentaires, les travaux indispensables, bien sûr, les surcoûts. Voilà. Ça peut couvrir beaucoup, beaucoup de choses si les conditions sont effectivement remplies et s'il y a un véritable bouleversement de l'économie du contrat. Je pense que je vous l'ai dit un peu beaucoup, un peu trop même. Voilà. Alors, autre possibilité, si ces deux théories ne vous permettent pas
voilà, d'accéder aux demandes de votre contractant. Ce n'est pas qu'à tout prix il faut accéder à ces demandes, mais voilà, il y a des fondements qui font que voilà, vous pouvez le faire. Donc, autre chose qu'on peut appliquer, c'est les modifications sur la base de l'article L2194-1 du CCP. C'est les fameuses modifications du contrat. On ne l'appelle plus avenant maintenant. Hein. Vous savez que dans le code de la commande publique, on ne parle plus d'avenant, mais effectivement, on signe un avenant. Hein. C'est vraiment les modifications. Dans quel cas on peut modifier notre contrat. Et vous le savez, depuis que le code de la commande publique existe, et même avant, les 6 cas, ils étaient aussi applicables sous l'ordonnance de 2015 pour les marchés publics et de 2016 pour les concessions. Vous vous rappelez, c'est exactement le même. Hein. Donc, il y a 6 cas maintenant. En fait, avant l'ordonnance de 2015 et le code de la commande publique, on pouvait signer un avenant, il y avait des jurisprudences, etc. Et là, en fait, il y a ce texte-là, cet article-là, qui définit exactement les cas dans lesquels, si on rentre, on peut signer un avenant. Aujourd'hui, ce n'est pas le but de vous parler de tous les cas parce que c'est effectivement on parle de Covid et donc reprise des chantiers. Et donc, c'est le 3e cas qui va nous intéresser. Il y en a d'autres. Si, peut-être par exemple le 6e, les modifications qui sont de faible montant pour le marché de travaux. Si vous êtes à moins de 15% de modification, vous pouvez accéder à un avenant. Attention, parce que c'est le cumul de tous les avenants que vous avez passés dans la vie de votre contrat qui compte. Hein. Donc, faites attention à ça. Voilà. Et donc, du coup, pardon, c'est 10%, hein, c'est pas 15, c'est 10%. Les modifications donc, sont de faibles montants, ou alors, le 3e cas, les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues. Ah bon, on y est. Alors, d'accord. Circonstances imprévues, le Covid, voilà. Comment ça peut se faire, cette condition? Donc, du coup, ça peut être intéressant. S'il n'y a pas de bouleversement de l'économie du contrat, peut-être de s'appuyer sur ce fondement, si c'est possible, on va voir dans quel cas c'est possible, pour éventuellement accéder aux demandes de votre co-contractant pour voir est-ce qu'un avenant est possible. Alors, pardon. Oui, non, je voulais juste vous demander si on pouvait avancer tout petit peu plus vite, parce que la montre tourne et je vois qu'il y a quand même des questions. Voilà. Oui, mais il faut que j'explique bien. Je veux bien. Je vais aller plus vite, mais il faut que j'explique bien parce que je pense que sinon après, je pense que je vais répondre à pas mal de questions, peut-être pas, hein, mais voilà. C'est juste pour bien expliquer les choses. Donc, du coup, évidemment, si on passe un avenant, on ne modifie pas la nature globale du contrat. Hein. On reste dans le même contrat. Et donc, le 3e cas, c'est quoi? C'est la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Je pense qu'effectivement, au moment où vous avez signé certains de vos contrats, vous n'avez pas pu prévoir cette situation de Covid. Et dans ce cas, le montant de la modification ne peut être supérieur à 50% du montant du marché initial. La modification n'est possible qu'à la condition qu'elle n'entraîne pas donc une augmentation de plus de 50% de la valeur initiale. Bien sûr, tous les avenants sont à prendre en compte. Hein. Tous les avenants que vous avez déjà passés sont à prendre en compte pour les calculs. Et bien sûr, les modifications doivent être en lien direct et étroit avec les circonstances imprévues survenues, sous peine, bien sûr, d'avoir un avenant qui n'est pas du tout régulier. Donc, les modifications rendues indispensables, hein, vraiment, peuvent être prises en compte là, dans ces cas de figure. Et bien sûr, on peut allonger aussi les délais d'exécution de travaux si c'est justifié. Dernier cas, et pas de moindre, c'est vraiment l'ajournement. Alors, selon les guides, donc le fameux guide qui a été signé, la décision d'arrêt du chantier doit être prise en concertation avec tous les acteurs. Et normalement, le maître d'ouvrage a dû prononcer à un moment donné la suspension de travaux qui équivaut effectivement à un OS d'ajournement. Hein, voilà. L'arrêt du chantier avec une décision du maître d'ouvrage public, c'est un ajournement de l'article 49.1 du CCAG Travaux, qui nous dit donc du coup que qui prononce un ajournement, on a d'abord un premier problème qui est la garde du chantier, et là, les titulaires qui restent en fait gardiens du chantier est indemnisé des frais qui lui ont imposé cette garde et aussi du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. Voilà. Et en plus, il y a une indemnité d'attente de reprise des travaux qui peut être fixée. Donc, l'ajournement ne peut résulter que d'une vraiment décision du titulaire
c'est pas une décision du titulaire de votre contrat, c'est le maître d'ouvrage qui prononce cette décision d'ajournement par ordre des services qui est dans l'idéal pris antérieurement à la période de suspension des travaux. J'imagine que là, ça ne va pas être tout le temps le cas, mais en tout cas, cette jurisprudence très récente nous dit bien que la décision d'ajournement doit être adoptée avant la suspension des travaux. Donc, indemnisation, oui, article 49.1 du CCAG des travaux. Quelle indemnisation? Le frais de gardiennage, je vous le dis, et le préjudice subi. Le préjudice subi, voilà, ça ne veut rien et tout dire. D'abord, sur le gardiennage, donc, c'est le titulaire qui conserve la garde du chantier, bien sûr, vous allez l'indemniser pour le frais qui lui impose cette garde, bien sûr. Voilà. Après, si il a un motif légitime qui vous oppose en fait pour assurer la garde, bon ben voilà, vous pouvez tout à fait vous assurer vous-même la garde s'il n'accepte pas. Alors, le préjudice subi donc par les titulaires du fait de l'ajournement de travaux peut comprendre tous les frais qui résultent vraiment de cette décision. Donc, frais généraux, frais d'immobilisation du matériel, du personnel, voilà, etc., etc. Bien sûr, il faut qu'il y ait une réalité du préjudice subi pour avoir travaillé déjà sur des dossiers comme ça, des mémoires en réclamation. Tous les mémoires en réclamation qui vous sont présentés sont loin d'être bien justifiés. Et ceux qui ne sont pas justifiés, ben, malheureusement, vous ne pouvez pas le prendre en compte. En tout cas, c'est ma position, autant que maître d'ouvrage public. Par contre, effectivement, s'il y a des préjudices qui découlent de cette décision d'ajournement, directement, alors bien sûr. Et si les travaux, bien sûr, ont été ajournés pendant plus d'1 an, et ben dans ces cas-là, vous avez le droit, le titulaire a le droit de vous demander de résilier, bien sûr, son chantier et son marché parce qu'il ne va pas attendre, effectivement, plus longtemps pour se dégager de ces marchés, pour faire autre chose, voilà, pour prendre d'autres chantiers. Naturellement, s'il n'y a pas de décision d'ajournement et si les chantiers a été abandonné un peu, ce qui va être assez souvent, je pense, le cas, par les sociétés intervenantes, dans ces cas-là, a priori, on n'a pas le droit de donner une indemnisation, peut-être sur un autre fondement juridique, mais pas en tout cas sur celui-là. Et quelquefois même, les juges ont refusé d'indemniser dans certains cas les entreprises si la décision d'ajournement n'était pas du fait du maître d'ouvrage. Effectivement, le Covid, ce n'est pas de votre fait. Et là, je vous ai donné 2 jurisprudences qui me semblent très importantes pour pouvoir éventuellement justifier un premier refus de prise en compte de certains mémoires en réclamation. Voilà. Là, on a une CA de Marseille et une CA de Nantes qui ont refusé effectivement, malgré une décision d'ajournement qui émanait du titulaire, enfin du maître d'ouvrage public, ils ont refusé d'accorder une indemnisation sur la base de cette décision d'ajournement, même s'il y a eu a priori des frais que les sociétés et les co-contractants de la personne publique soutenaient qui étaient directement liés à cet ajournement. Donc voilà, très attention à ça. Voilà, donc après, comme je vous ai dit, résiliation du marché si effectivement les travaux ont été ajournés pendant plus d'1 an. Alors, lorsque les conditions, par contre, de reprise de chantier sont réunies, après, bien sûr, vous pouvez mettre fin à l'ajournement si vous avez déjà adopté une décision comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Est-ce qu'on prend un avenant? C'était une des questions qui a été posée, si ma mémoire était bonne, la semaine dernière. Je pense que déjà, voilà, il faut tomber d'accord sur la reprise, dans quelles conditions cette reprise du chantier doit être faite. Puis après, le bon compte font les bons amis pour moi. Donc, du coup, je pense que l'adoption d'un avenant est nécessaire. En tout cas, en cas de marché à prix forfaitaire. C'est ce qu'en tout cas l'ordonnance du 25 mars vous dit. Hein, elle est rédigée de manière assez affirmative en fait. Un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires. Vous dites un avenant détermine. Donc effectivement, on se trouve plutôt lié, je dirais, par cette disposition. Bon, voilà, à interpréter avec prudence quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de recul au niveau de la jurisprudence aujourd'hui, bien sûr. Mais je pense que c'est mieux si on arrive à régler avant la reprise du chantier, s'il y a des questions financières ou autres questions d'exécution, il vaut mieux les régler dans un avenant. Ça sera idéal, ça serait idéal. Voilà, si vous pouvez. Voilà, ça serait vraiment idéal et ça serait même nécessaire au regard de la lettre de l'ordonnance. Voilà. Donc, si les titulaires refusent de poursuivre les chantiers, qu'est-ce qui se passe? On sait, de par l'ordonnance, qu'on ne peut pas lui appliquer des pénalités.
Mais on a le droit, dans un monde idéal, je pense que ça va être compliqué de le faire, on a le droit de faire un marché de substitution, mais qui n'est pas un marché aux frais et risques, bien sûr. Donc, s'il y a un surcoût, malheureusement, ce sera pour vous si vous prenez une décision de faire un marché de substitution, si vous considérez que votre chantier ne peut plus attendre et qu'il va falloir vraiment y aller là maintenant, tout de suite. Voilà. Et c'est tout, voilà, j'ai fini. Je sais que je peux peut-être apparaître un peu longue, mais il y avait des choses qui devaient être dites, je pense, avant d'attaquer vos questions. Voilà. Merci beaucoup pour cette très, très intéressante présentation qui a été très appréciée. Beaucoup de retours déjà dans le chat sur votre présentation, donc merci. Alors, les questions se sont accélérées à la fin. J'espère ne pas en oublier et surtout, j'espère aussi ne pas poser des questions qui auraient peut-être effectivement déjà trouvé des réponses dans votre intervention au fur et à mesure. Non, mais voilà, je dirais si c'est le cas. Alors, j'essaie de le voir aussi. Je peux peut-être le voir aussi écrite. Hein, c'est ça m'aidera. Oui, déjà, alors la toute première, ouais. Voilà, la première concernait le premier point sur les accords cadres avec montant minimum. Est-ce que le maître d'ouvrage peut-il se prévaloir de la force majeure pour ne pas indemniser le titulaire en cas de non-respect de son engagement contractuel? Est-ce que, pardon, excusez-moi, j'arrive pas à la trouver. Mais, alors, oui, parce qu'elle est loin. Le maître d'ouvrage pourrait-il se prévaloir de la force majeure pour ne pas indemniser le titulaire en cas de non-respect de son engagement contractuel? Alors, le maître d'ouvrage ne veut pas indemniser parce que le titulaire ne respecte pas son engagement, c'est ça, contractuel? Oui. Je pense que c'est ça, oui. Bien sûr, oui, c'est ça, bien sûr, oui. En fait, si vous voulez, à moins, bien sûr, que le titulaire dit vraiment, je suis en cas de force majeure, je ne peux pas le faire et qu'il vous prouve qu'il n'arrive pas à le faire. Hein, voilà, c'est ça un peu la subtilité. C'est-à-dire, le cas de force majeure, c'est plutôt du côté de votre co-contractant qui va vous dire, mais je n'arrive vraiment pas à exécuter ce chantier parce qu'il y a telle et telle raison qui font que je suis vraiment dans l'impossibilité de le faire. S'il vous dit ça, il n'y a pas de pénalité et vous vous débrouillez autrement. Si vous considérez que votre chantier doit quand même reprendre, vous voyez. Et si vous ne le croyez pas, parce qu'il ne vous fait pas de preuves suffisantes de son incapacité vraiment totale de reprendre le chantier, alors bien sûr, vous ne l'indemnisez pas. D'ailleurs, faites attention un petit peu à ça. Enfin, faites attention. Je vous invite en tout cas à… En fait, qui dit Covid, c'est ce que je disais dès le début, ne dit pas forcément indemnisation. Ce n'est pas, si vous voulez, l'État a mis tout un tas de mesures de chômage partiel, etc., pour que les entreprises, bien sûr, puissent faire face à cette situation. Elles sont dans un état vraiment, voilà, vous voyez, je compatis complètement. Hein, c'est vous aussi, je pense. C'est-à-dire que c'est du jamais vu, etc. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en situation de Covid, parce que j'ai déjà eu cette question plein de fois par mes clients et puis dans d'autres webconférences. Ce n'est pas parce que il y a le Covid que vous devez indemniser les sociétés comme ça dans l'absolu parce qu'elles ont arrêté de travailler, vous voyez. Ce n'est pas du tout l'idée, en fait. Hein. Ce n'est pas parce qu'un chantier s'est arrêté que égale indemnisation automatique. Ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas si c'était la question, mais en tout cas, je préfère le dire. Hein. Vous voyez ? Merci beaucoup. Alors ensuite, sur la partie des imprévisions, oui. Quelles conditions… Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Je me permets d'intervenir. C'est moi qui avais posé la question à laquelle on vient de répondre. Et en fait, le début de la question avait été coupé, c'était dans un autre sens. Ça concernait les accords cadres avec des montants minimums. Montant minimum qu'on aurait pu ne pas atteindre en fait en raison d'un arrêt des prestations. Et c'était dans le sens où nous avons l'obligation d'indemniser le titulaire pour non atteindre. C'était pas du tout votre question alors, je suis désolée. Merci. On l'a mal comprise, voilà. Donc en fait, effectivement, quand vous signez un marché ou un accord cadre avec un montant minimum, la jurisprudence nous dit que vous avez l'obligation en tant que maître d'ouvrage d'indemniser votre contractant si vous ne consommez pas, on va dire ça comme ça, le minimum. Donc effectivement, là, en l'occurrence, on peut effectivement se poser la question, est-ce que le maître d'ouvrage peut dire, bah oui, d'accord, moi j'aurais bien voulu le consommer, mais ce sont les circonstances du Covid qui font que je n'arrive pas à le consommer. Moi, je pense personnellement que c'est un argument qu'on peut entendre véritablement. Après, il faut discuter avec votre contractant toujours
discuter, voir avec lui. Mais moi, en tout cas, je me sentirais capable et tout à fait légitime de vous dire oui, c'est possible de soutenir cet argument-là. Il suffit bien sûr de bien les justifier, mais je pense que c'est possible de se faire prévaloir vous aussi d'une impossibilité en fait effectivement d'exécuter. Après, l'ordonnance vous dit que quand vous êtes dans un marché à forfait, vous devez payer, mais il y a plusieurs interprétations de cet article. Pour ma part, je dis bien pour ma part, parce que j'ai entendu de confrères et puis d'autres juristes qui faisaient une interprétation un peu plus large, beaucoup plus large même que ce que je ferais moi. Pour moi, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes dans un marché à prix forfaitaire. Bien sûr, s'il y a des décomptes, la DAJ vous dirait, s'il y a des acomptes, et il y a des acomptes précis avec un montant précis, là, vous devez continuer à les payer, quitte à percevoir, à solliciter après les trop perçus. Vous voyez, à vous faire rembourser les trop perçus en tant que personne publique. Mais pour moi, ça s'arrête là. Ce n'est pas parce que vous avez un marché à prix forfaitaire que vous devez payer la totalité du marché à prix forfaitaire, bien sûr. Pour moi, il y a la règle du service fait, et c'est cette règle-là qui prévaut pour le moment. Peut-être que le juge nous dira le contraire, je ne crois pas trop personnellement, je dis encore personnellement, ça n'engage que moi, mais je pense que vous devez vous arrêter là où le service a été effectué, vous payez et puis voilà, vous arrêtez. Voilà, vous voyez. Et donc dans ces cas-là, si vous annulez les bons de commande, si vous annulez les marchés, il vous dit, en fait, l'ordonnance vous dit que vous devez indemniser votre titulaire, indemniser pour les dépenses engagées. Voilà, point. Donc, j'espère vous avoir donné quelques éléments de réponse, monsieur. Merci beaucoup. Alors, ce que je vais proposer pour les prochaines questions, comme il y en a eu beaucoup au fur et à mesure et que je reconnais très honnêtement que je ne suis pas forcément la meilleure placée pour les comprendre, est-ce que quelqu'un souhaiterait peut-être directement poser sa question à voix haute et prendre la parole? Si votre question n'a pas trouvé de réponse, avec plaisir, allez-y. C'est peut-être mieux à l'oral qu'à l'écrit d'ailleurs. Tout à fait. C'est plus facile. Mais moi, je balaye aussi les questions pour savoir si, vous voyez, si je vois des choses intéressantes. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Laurent Cadéron, Atlantico. Ma question porte sur les appels d'offres qui sont en cours. On lance des appels d'offres pour des travaux qui vont se dérouler entre le mois de septembre et puis sur le courant de l'année 2021. Quelle clause insérer dans les DCE de ces marchés pour préserver les intérêts à la fois de la collectivité et de l'entreprise? On ne connaît pas aujourd'hui quelles seront les conditions d'intervention en fin d'année et en début de l'année prochaine. Tout à fait. Alors, vous voyez, tout ce qu'on vient de dire là nous est un peu tombé sur la tête. On va dire ça comme ça, si vous permettez l'expression. Pour le marché qui ont été lancés après et qui vont se passer plus tard, en fait, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises, à la fois sur le prix, je pense, et aussi sur les conditions d'exécution plus tard. Ce que je vous recommanderais, moi, personnellement, c'est vraiment d'essayer de rédiger le cahier des charges le plus précis possible sur le cadre d'intervention de vos travaux, en prenant en compte les guides qui ont été publiés et en mettant pas mal ou en demandant aux sociétés de vous mettre dans leurs propositions les conditions particulières si cette pandémie continue et que si on doit encore avoir, personne ne sait aujourd'hui, encore des périodes de confinement peut-être ou pas, ou en tout cas des conditions de déroulement de chantier particuliers, je pense que ça va être particulière, je pense que ça va être le cas, alors vous devez leur dire que toutes ces conditions doivent être prises en compte dans leur réponse. Vous voyez, pour que, en tout cas, vous ayez un prix qui couvre tout. Le prix auquel ils s'engagent, ça couvre tout en toute connaissance de cause, c'est-à-dire à la connaissance qu'on a aujourd'hui des choses. Il n'est pas dit qu'en septembre, on n'aura pas d'autres connaissances qui font qu'encore ça va bouleverser la vie de vos chantiers. Je ne l'espère pas, mais c'est possible. Et dans ces cas-là, on verra. Mais en tout cas, pour vous, que vous soyez les plus sécurisés possible là, maintenant, alors qu'on sait qu'on va traverser quelques mois difficiles, je vous recommande de dire ça et d'essayer peut-être
si c'est possible, de faire aussi des prix unitaires peut-être. Je ne sais pas combien c'est adapté dans vos marchés là, que vous avez lancé, mais vous voyez, dans les prix unitaires, c'est bon, après les coûts, ça peut exploser aussi, mais en tout cas, le conseil primordial, c'est de dire aux sociétés, je vous demande de faire vos prix vu la situation sanitaire, la crise sanitaire actuelle. Voilà. Comme ça, vous avez une clause qui dit que pensez au pire, vous les sociétés, faites-moi vos prix. Et puis, bah, voilà. Par contre, le problème, c'est que vous risquez d'avoir des prix peut-être un peu trop chers. Voilà, je dirais que c'est la contrepartie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour Dominique Charbonnier. Voilà, une entreprise avec laquelle on a un marché qui n'avait pas démarré, hein, qui va démarrer là, nous demande de peut-être prendre en compte le fait que, comme pour amener les ouvriers sur le chantier, il n'en met qu'un par véhicule, il a plus de véhicules pour convoyer tous les jours les ouvriers. De prendre en charge une partie enfin toute ou partie de ce surcoût de carburant. Est-ce que ça peut être éligible? Alors, moi, dans un premier temps, j'ai dit non. Hein, parce qu'on dit toujours non d'abord, on voit après. Mais voilà, est-ce que je suis… Votre marché est à prix forfaitaire, déjà? Non. Non, c'est à prix unitaire. Prix unitaire. Oui. Alors, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Après, si vous voulez, c'est à la société de vous prouver en quoi cela… vous pourrez éventuellement, si vous pensez que c'est entendable, cet argument-là, voyez, sur la base des modifications du contrat, passer un petit avenant sur la base de l'article 21.14, etc., 94. Mais je dirais qu'il faut vraiment que vous ayez des preuves du fait que ça constitue pour elle une charge qui est impossible à prendre à sa charge. Vous voyez, enfin, que ça constitue des modifications vraiment qui ne peut pas supporter au regard de la marge qu'elle avait prévu de faire sur le contrat. Voilà. Après, tout est une question de discussion, effectivement, avec eux, et de négociation. Mais il ne faut pas dire oui tout de suite. Il faut qu'elle vous prouve, voilà, il faut qu'elle vous prouve le coût, pourquoi, les preuves, etc., etc. Hein? D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Allez-y, allez-y. Oui, bonjour, Bruno Morat du SNAEP à Dorcoto dans le 65. Nous avons un chantier qui est en cours sur un réservoir. Donc, on a fait l'interruption par ordre de service. Sauf qu'à présent, le président ne souhaite pas que les travaux soient continus à partir du 11 mai en prétextant qu'effectivement, l'entreprise ne sera pas en capacité de tenir les engagements, les préconisations faites par l'OPPTP. Donc, est-ce qu'on peut évoquer justement l'ajournement? Ou est-ce qu'on est bien obligé, si nous détermine qu'effectivement… Vous avez pris une décision d'ajournement, si je comprends bien. On est bien d'accord là-dessus, hein? Oui, interruption ordre de service, d'interruption. Voilà, c'est un ajournement. Hein? Oui. Et du coup, qui refuse? C'est la société qui refuse de reprendre à partir du 11 mai ou c'est vous? Non, c'est le président qui ne souhaite pas qu'on reprenne à partir du 11 mai. Votre président du syndicat, c'est ça? Oui. Ah oui. Parce qu'il considère que les conditions ne sont pas réunies, c'est ça? Ils ne seront pas réunis parce que même si il dit que même s'il considère que l'OPPTB a mis en place un protocole, les ouvriers ne le respecteront pas pour autant. C'est vrai que ça peut poser des questions de responsabilité, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que ça peut poser des questions de responsabilité. D'ailleurs, on pourra peut-être faire une intervention dans l'avenir sur la responsabilité. Les pouvoirs exécutifs, les présidents, les maires, etc., peuvent être concernés, la responsabilité pénale, s'ils n'ont pas mis en œuvre ce qu'il faut comme précaution, pourrait être mise en cause la responsabilité même pénale. Vous voyez, c'est ça que tout le monde craint en fait aujourd'hui, hein, c'est sûr. Comme vous avez pris une décision d'ajournement, oui, il y a des coûts qui vont vous être mis effectivement à votre charge par les sociétés parce qu'en fait, vous voyez, c'est les derniers cas que j'ai évoqués. Je ne sais pas si le support vous sera mis en ligne, c'est ça, ou je ne sais plus trop comment… Avec votre permission, oui. Bien sûr, oui, bien sûr. Non, mais je l'ai fait pour ça, donc bien sûr, avec grand plaisir. Donc, vous voyez, c'est les derniers cas qui est les cas les plus cadrés. Vous avez fait les choses bien, c'est-à-dire en tant que maître d'ouvrage, vous avez eu raison, je pense, de prendre une décision carrée qui cadre les choses. Par contre, cette décision, effectivement, va avoir un coût pour vous
Si pour autant, bien sûr, il y a un préjudice qui est prouvé par les sociétés et qui vous est… mais je compte bien sur les sociétés pour avoir… Ils ont beaucoup d'imagination, hein, et puis je ne leur en veux pas, hein, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais effectivement, dans ces cas-là, oui, vous pouvez avoir déjà des frais de gardiennage, comme je vous disais, mais aussi indemnisation de tout préjudice qui résulte de votre décision d'ajournement. Ils vont venir vous voir pour vous dire qu'ils ont des frais généraux non amortis, je pense, hein, j'invente un peu. Je ne vais pas leur donner des bâtons pour vous faire battre, mais j'ai déjà vu ça, ouais. Ouais. Très bien, merci beaucoup pour la réponse. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite partager sa question? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Renée Spier du CIARS. J'ai une question en fait concernant l'ordre de service de suspension. On a, en fait, je me pose des questions par rapport aux formalités. C'est le maître d'œuvre qui a émis l'ordre de service de suspension et non le maître d'ouvrage. Ah oui. Et c'est du maître d'ouvrage, l'OS d'interruption, hein, c'est vrai. Mais après, est-ce qu'il a reçu mandat peut-être pour le faire? Non, je ne sais pas. Regardez ça, vous voyez. Je regarde, d'accord. Voilà, il faut regarder ça. D'accord. Et aussi par rapport à cette ordre de suspension, il n'est pas précisé que c'est un ajournement. On précise juste, voilà, que… Moi, je pense, madame, que vous n'avez rien forcément à craindre dans le sens où une décision de suspension, je pense que le juge va le traduire en ajournement, en fait. Hein. D'accord. Voilà. Et le titulaire, il refuse la garde du chantier. Il faut qu'il vous dise pourquoi un peu, hein, il faut qu'il vous explique pourquoi, mais c'est vrai que vu les conditions, a priori, il aurait le droit de refuser. Oui, il aurait le droit de refuser. Dans ces cas-là, de toute façon, vous devez l'indemniser de ses frais s'il fait la garde. Sinon, vous devez vous-même prévoir cette garde, effectivement. Oui. Mais il refuse en n'invoquant pas les justificatifs par rapport à la crise. Il refuse juste parce qu'on a pris l'ordre de service. Il nous dit, comme on l'a pris, donc du coup, la garde nous revient. Oui. C'est pas, enfin, je veux dire… Non, c'est pas forcément effectivement une raison. Enfin, normalement, il doit vous dire, si vous voulez, pourquoi il refuse, pourquoi il ne veut pas maintenir la garde du chantier, quoi. Voilà, il faut qu'il vous explique un tout petit peu, quoi. Mais effectivement, s'il y a un motif de refus légitime, en fait, hein, il faut qu'il y ait un motif de refus légitime, en fait. Voilà. C'est ça. Il refuse et en plus, il demande à être indemnisé. Donc, c'est un peu gros, oui. Après, ça dépend. Voilà. Après, vous voyez, oui, la décision d'ajournement, normalement, il faut, stratégiquement, il faut voir comment vous allez faire dans votre dossier parce qu'il peut y avoir des pistes, effectivement, de réflexion plus subtiles. De soutenir différentes choses au niveau de l'indemnisation. De toute manière, c'est à lui de vous prouver qu'il a un préjudice et que vous devez vraiment l'indemniser. Et si c'est possible pour vous, vous pouvez peut-être, si vous le souhaitez, après, vous voyez, moi, je suis là pour vous parler stratégie. Oui. C'est à mettre en œuvre ou pas. Il faut que je regarde plus précisément votre dossier pour avoir un avis plus éclairé. Mais vous pouvez très bien dire aussi, c'est pas probablement une décision d'ajournement, mais je ne sais pas si ça vous servira à soutenir ça. Vous voyez, il faut qu'on regarde plus précisément. Si vous avez peut-être l'opportunité de dire mais non, ce n'est pas véritablement une décision d'ajournement, c'est vous qui êtes partie du chantier, vous voyez. Mais si c'est le maître d'œuvre qui l'a édité, vous serez quand même mal placé pour le dire, je pense. Oui. Non, là, c'est vraiment le maître d'œuvre, ce n'est pas l'entreprise. C'est plus compliqué. Mais après, les préjudices, comme je vous disais, n'ayez pas peur parce que les sociétés vous présentent plein de mémoires en réclamation, des avenants, etc. Blablabla. Aussi, ce que je veux dire, c'est que quelquefois, ces mémoires sont pas du tout fondées. Covid n'est pas égal à indemnisation. En aucun cas. S'il faut retenir quelque chose, je pense, de mon intervention aujourd'hui, c'est vraiment ça. Hein. D'accord. C'est indemnisation, peut-être, si c'est fondé, s'il y a des preuves. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'il vous apporte de preuves? C'est sur quel fondement? C'est quoi comme préjudice? Vous voyez? Autant que personne publique, comme je vous disais, vous avez vraiment une vraie responsabilité. Vous gérez des deniers publics. Donc, ce n'est pas votre argent, vous voyez? C'est ça que je veux dire par là. Donc, du coup, effectivement, il faut bien se dire, est-ce que je dois l'indemniser? Est-ce que je dois l'indemniser? Parce qu'après, le préfet va regarder. Si vous avez un contrôle CRC, on va quand même regarder. Même
9 ans après, vous voyez, potentiellement, hein, je ne dis pas que ça va vous arriver, mais la CRC peut venir 5, 6, 7, 8 ans après et vous dire en fait, non, là, ce n'était pas justifié. Ce n'est pas parce qu'il y avait le Covid que vous deviez l'indemniser. Vous savez, c'est les fameux merdiers que je vous disais, la jurisprudence. Oui, gardez-la bien en tête. Voilà. D'accord. Bon, je vous remercie. Je vous en prie. Je vais reprendre pour la FNCCR. J'ai noté 2 questions qui reviennent. Une sur la reprise de travaux. Les entreprises qui reprennent les travaux peuvent-elles solliciter une indemnisation pour les surcoûts engendrés du fait de l'épidémie sur l'exécution des chantiers, donc les masques, les frais de nettoyage, etc. C'est toute mon intervention, en fait. Oui, dans l'absolu, oui, mais ça dépend, en fait, qu'est-ce que ce surcoût représente et quel est leur fondement juridique. Sur quoi ils vous demandent ça? Pourquoi ils vous demandent ça? Parce que ça bouleverse l'économie de leur contrat? D'accord? Donc, ils évoquent l'imprévision. Vous voyez, il faut analyser bien la demande d'indemnisation. Il faut bien voir dans quel cadre se situe. Pourquoi elle vous demande ça? Bien sûr, elle vous demande ça et peut-être probablement que vous aurez en face de vous des petites entreprises qui n'ont pas les moyens, probablement peut-être juridiques, de vous dire « Ah oui, j'invoque la théorie de l'imprévision ». Mais c'est peut-être à vous après de faire l'analyse, mais c'est à elle, j'insiste là-dessus, de vous apporter la preuve que c'est directement lié au Covid, que c'est pas possible pour eux de le supporter et il faut que ça rentre dans une des cases que je vous ai évoquées là aujourd'hui. Il faut vraiment rentrer dans une des cases. Si ça rentre dans une des cases et vous trouvez que c'est justifié, oui, on a des minutes. J'ai une seconde question qui revient sur les autres intervenants sur le chantier. Par exemple, le maître d'œuvre peut-il demander une indemnité sur les frais d'indemnisation? Alors, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Les maîtres d'œuvre, pourquoi ils demanderaient une indemnisation? C'est ça qu'il faut regarder pareil. Il faut regarder dans l'absolu, tout intervenant dans le chantier peut demander une indemnisation. Dans l'absolu, en théorie toujours. Après, comme je vous disais, il faut qu'on regarde pourquoi le maître d'œuvre vous demanderait une indemnisation. Parce que les délais sont prolongés. Lui, a priori aussi, il est payé, si vous voulez. Après, il peut vous dire, oui, les délais sont prolongés. Je l'ai déjà vu. Je peux très bien vous dire, oui, vous allongez le délai, il y a eu l'interruption. Du coup, moi, ça me reporte. Du coup, je dois mettre plus de gens, je dois recruter un intérimaire. Je ne sais pas trop ce qu'il peut vous dire. Mais il faut regarder, il faut examiner ça. Et si c'est crédible et si ça rentre dans un des cas que j'ai évoqué là, pour le coup, oui, on peut indemniser, mais on ne peut pas indemniser comme ça dans l'absolu quelqu'un qui vous dit « il y a eu le Covid, vous avez interrompu le chantier, je veux une indemnisation, j'ai le droit à l'avoir ». Non, dans l'absolu. D'ailleurs, je dirais que le principe, c'est même pas d'indemnisation, sauf à ce qu'il vous prouve vraiment qu'il y a un préjudice qui découle véritablement de cette histoire de Covid. Parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression que j'ai eu même des questions, j'ai eu de maîtres d'ouvrage qui me disaient oui, il y a eu le Covid, donc du coup, est-ce que je peux indemniser les sociétés qui interviennent dans tel ou tel marché, pas forcément les travaux, dans tous les marchés, quoi. Non, vous n'êtes pas, à moins qu'il y ait des possibilités de subventions que vous voulez donner aux entreprises, mais a priori, il n'y a que la région, a priori, qui peut faire ça. Vous voyez, voilà. Donc, tout ça pour vous dire, je suis peut-être un peu bavarde, mais tout ça pour vous dire que non, il n'y a pas un droit à une indemnisation dans l'absolu. Mais en théorie, tout le monde peut vous demander une indemnisation. Il faut encore qu'on puisse l'examiner en tant que maître d'ouvrage public, voir si elle est justifiée, s'il y a des preuves à l'appui et si on peut la faire rentrer dans un des cas. Là, je vous ai cité 4 cas aujourd'hui, dont 3 vraiment fondamentaux, l'imprévision, la possibilité de modifier un contrat et l'ajournement avec l'article du CCAG, si votre marché y fait référence. Et là, si ça rentre dans un des cas et que vous trouvez que les justificatifs sont là, bien en face, alors vous devez examiner en tout cas la demande, oui. Enfin, vous devez examiner toutes les demandes, mais il faut encore que ces demandes soient véritablement justifiées, vraiment. En gros, ça ne coûte rien de faire une demande, c'est à chaque collectivité, chaque localité de regarder le bien fondé. Il y avait aussi, et après je pense qu'on sera obligé de conclure, plusieurs questions qui étaient relatives à la notion de risque et péril, entre guillemets, les contrats de DSP, et est-ce que le Covid et les conséquences que ça peut avoir sur
J'ai échangé, en fait, pour vous dire, Régis, en fait, j'ai échangé avec Madame Bélier là-dessus. J'ai commencé même à préparer toute une intervention et c'est vrai que j'ai pas eu le temps, malheureusement, de la finir, mais elle est bien commencée. Il y a beaucoup de choses à dire sur le DSP, vraiment, véritablement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je l'ai dit là en aparté. Si vous voulez, on peut reprogrammer une petite intervention. Là, comme ça, en 2 minutes, c'est difficile pour moi parce qu'il y a vraiment, en droit, on se doit d'être très précis. Vous voyez, voilà, je me fais vraiment, je me dis vraiment que je ne peux pas répondre comme ça dans l'absolu, mais par contre, je me porte bien volontaire pour intervenir encore une fois. Vous parlez précisément de DSP qui est toute une autre logique que les marchés publics. On doit appliquer une logique vraiment différente en DSP. Et il y a encore l'ordonnance qui nous parle, qui évoque certains cas, mais vous savez qu'une DSP, pour dire 2 mots quand même, elle est aux frais et risques du titulaire. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc, qui dit aux frais et risques, normalement, ça englobe tous les frais et risques. Voilà. Mais, effectivement, il peut y avoir des cas particuliers à cause du Covid qui font qu'on va peut-être, en tant qu'autorité délégante qui garde toujours un contrôle sur notre délégataire, devoir suspendre certaines clauses du contrat, quelques travaux, continuer par exemple la distribution d'eau potable, mais c'est dire, ah oui, mais on avait prévu des travaux sur, je ne sais pas, les canalisations ou tel équipement, on va pour le moment le suspendre. Ça peut avoir des répercussions sur le contrat, etc. Mais dans l'absolu, il ne faut pas se précipiter à augmenter les tarifs aux usagers parce que vous voyez, les DSP, c'est les usagers qui payent les tarifs. Hein, donc, il faut vraiment qu'on soit hyper prudent par rapport à ça. Mais voilà, mais si vous le souhaitez, vraiment, je me porte volontaire pour faire toute une intervention. S'il y a beaucoup de questions, vraiment, je les prends bien volontiers. Et je vous dis, pour la vérité, j'ai déjà commencé à rédiger un support que je n'ai pas pu finir, donc il n'est pas vraiment présentable en l'état, mais on peut le retravailler et puis vous faire une intervention ici sans aucun souci, avec grand plaisir. Eh bien, j'allais dire rendez-vous, en tout cas banco. Il faut qu'on regarde quand, puisqu'on était déjà en train de dire avant que vous arriviez qu'on avait déjà prévu un sujet pour mercredi prochain autour des notions d'analyse de risque et d'obligation de protection des salariés par l'employeur. On a aussi un paquet de questions qui évoluent sur la gestion des boues des stations d'épuration. Oui, j'ai attendu, j'étais là, oui, je me suis connectée assez tôt, donc j'étais là. On va essayer de planifier tout ça pour les 2 prochaines semaines, je dirais, voilà, d'arriver à répondre à un certain nombre de questions qui sont arrivées et que tout le monde nous dit qu'elles sont aussi assez urgentes. Urgentes. Les DSP, j'ai envie de dire, c'est pas, voilà, autant les chantiers, je pense que c'est, voilà, vous voyez, c'est plus, vous pouvez, je pense, autant que autorité délégante, vous voyez, il faut le faire patienter un peu, il faut qu'au contractant, il peut y avoir des cas où ça ne peut pas attendre, mais je pense que dans la plupart des cas, ça peut attendre un tout petit peu, je pense. Hein. Enfin, voilà, je me permets de dire ça. Hein. D'autant plus que en off, un certain nombre de délégataires reconnaissent qu'aujourd'hui, ils font des économies. Ah oui, bah oui. Puisqu'ils ont du personnel, mais il est payé, bah oui, par l'État. Activité partielle, donc il est payé à 80% par l'État. Voilà. En tout cas, 84 ou 3%, je ne sais plus. Oui, voilà. Hein. Alors, évidemment, il y a plein d'opérations qui ne sont pas conduites. C'est vrai qu'on ne fait pas l'entretien des espaces. Oui. On a plein d'opérations de maintenance qui sont reportées, etc. Après, il y en a une partie d'entre elles où ce qui n'a pas été tondu, je dirais, au mois d'avril. Il y aura une grosse tonte à faire. Voilà. Il y a eu des économies qui ne généreront pas de nouvelles dépenses. Après, il y aura effectivement des choses qui sont reportées et des conditions de travail. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que de toute façon, au niveau des DSP, le principe même, c'est que la continuité du service, elle est assumée et assurée par le délégataire. Et il le faut de toute façon. Oui, voilà. Et d'une certaine manière, même si la rétroactivité, elle n'est pas idéale, on fera certainement aussi un décompte dans quelques semaines ou dans quelques mois.
Voilà, c'est vrai que c'est peut-être maintenant que vous parlez de rétroactivité, je prends juste 2 secondes pour dire effectivement, un avenant ne peut pas être rétroactif dans l'absolu, en toute rigueur, en droit. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous disais, il vaut mieux signer un avenant quand vous allez reprendre votre chantier s'il y a des modifications qui doivent être actées maintenant. Et n'hésitez pas peut-être à mettre dedans une clause de revoyure, effectivement, peut-être. Hein, voilà, si vous ne pouvez pas. Parce qu'il y avait des questions la semaine dernière, peut-être qu'elles ont été reposées, je ne sais plus. Mais oui, mais on n'arrive pas à calculer tout de suite le coût. C'est vrai qu'on peut peut-être effectivement prévoir une petite clause où on se dit on se revoit, etc. Si, voilà. Mais tout ça, ça doit se faire dans les cadres légaux que je viens de citer, hein, dans les limites du Code de la commande publique. Mais voilà, donc l'avenant, il n'est pas rétroactif en toute rigueur. Après, il peut y avoir aussi un protocole transactionnel qui, lui, il gère voilà, une indemnisation. Vous voyez, voilà. Après, je ne vous incite pas à faire attention, loin de moi l'idée de vous inciter à faire des protocoles transactionnels. Il vaut mieux voilà, rester sur votre contrat, si c'est possible, et d'examiner en tout cas avec beaucoup de rigueur toute demande et beaucoup de rigueur chaque demande d'indemnisation pour voir si elle est véritablement justifiée. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous. On va clore avec déjà un petit peu de retard, mais comme il y avait plein de questions et plein de choses, je pense que c'était très bien. On vous donne rendez-vous. Alors, il y a plusieurs interventions et plusieurs webconférences la semaine prochaine. Lundi après-midi, on va travailler sur les normes travaux amiantes. Mardi. Régis, j'ai mis la slide, normalement vous la voyez, elle apparaît. Donc lundi de 14h à 16h, projet de normalisation des repérages amiantes. Mardi 9h30, 13h, journée d'études PGSSE. Et mercredi, notre webconférence hebdomadaire qu'on déplace là au mercredi puisque le vendredi sera férié. Voilà. Et puis de toute façon, nos rendez-vous seront actualisés également sur le fil d'eau, donc n'hésitez pas à le consulter régulièrement. Merci beaucoup à tous et puis à très très bientôt pour nos nouveaux rendez-vous et prenez bien soin de vous et bon week-end.